Bonsoir à toutes et à tous. Mardi 18h, c'est la chronique du Ciné Étoile de Ré et je suis donc avec Wally. Bonsoir Wally. Bonsoir Lélie, bonsoir à toutes et à toutes. Comme d'habitude, en premier, le podium de la semaine passée, ensuite le programme de la semaine du 6 au 13 mars et enfin un petit pas de côté sur le 8 mars. Voilà, le journée de la lutte des femmes et pas le journée de internationale de la femme. Ah, Voilà, on y reviendra. oui, on y reviendra. Alors c'est parti pour le podium. Alors, on a, bon, c'est pas vraiment une surprise, mais on a d'une... C'est jamais une surprise, j'ai l'impression. Bah aussi, quelquefois, Ah quand bon. même. Donc, j'ai comme c'est le podium olympique, donc j'ai que le top 3. Mhm. On a d'une 2. Je rappelle que pour ceux qui n'ont pas vu le premier, ils peuvent encore... on passe encore quelques séances du Dune numéro 1. Je crois qu'il est même passé sur Canal il n'y a pas longtemps. D'accord. Donc, c'est que Canal, il peut peut-être le voir en replay. En streaming. Ouais. Et je pense que pour ceux qui connaissent pas le livre ou qui n'ont pas vu comme moi dans les temps, c'était quasiment en noir et blanc quand j'ai vu le premier Dune avec Sting. Bon, je pense que c'est intéressant de voir quand même le premier pour bien comprendre. Bien comprendre le 2. C'est un peu comme Star Wars ou Oui. Les Seigneurs des Anneaux, enfin tous ces films-là, il faut quand même avoir un petit peu l'histoire entre l'empereur, le père du héros qui est assassiné par l'empereur. Oui, c'est complexe, il y a beaucoup de personnages aussi. Oui, tout à fait, un peu comme dans Star Wars, il y a les bons. Alors après, c'est quand même les bons et les méchants. On revient toujours aux cow-boys et aux Indiens. Et donc, voilà. Et donc, Dune 2, bon, après, c'est toujours pareil, ces grands films-là qui sortent en exclusivité pendant les vacances scolaires, les négociations avec les distributeurs sont assez âpres entre les cinémas associatifs de notre style avec les distributeurs. Donc, souvent, ils imposent un certain nombre de séances. D'accord. Voilà, parce que on rappelle quand même que pour un film comme Dune, on rappelle, il y a à peu près 6000 salles de cinéma en France, un peu plus, peut-être même 7000, enfin, pour donner un ordre d'idée. Donc 6000 salles de cinéma, on va dire, et les très, très, très grosses productions, les plus importantes, elles ont 500 ou 600 copies. Et on n'a pas le droit, quand une copie est donnée à un cinéma, on n'a pas le droit de la prêter à un autre. C'est-à-dire qu'en fait, il y a 10% des salles de cinéma pour les énormes blockbusters qui ont le droit à projeter un film en sortie nationale. D'accord. Ce qui fait que pour des films comme ça, où les enjeux budgétaires sont quand même assez importants, le distributeur va dire au ciné Étoile de Ré, on vous donne en sortie nationale, en plus c'est les vacances scolaires, vous allez avoir du monde et tout, mais on veut au minimum une séance par jour. D'accord. Voire, pour certaines journées, 2 séances, et voire une séance par jour, plus les séances en VO. Donc en fait, d'ailleurs, c'est ce qui avait aussi à l'époque fait pencher la balance vers un multisalle quand on a changé de cinéma. C'est que moi, je me souviens au début, quand j'étais bénévole au cinéma à Pornic, au Saint-Gilles, et une année, on avait sorti le Star Wars, voilà, un des derniers Star Wars, et donc on était à 3 séances par jour. Ça laisse peu de place pour les autres films. On avait au minimum 2 séances par jour pour Star Wars. D'accord. Ce qui fait que, en fait, on allait bouffer du Star Wars pendant une semaine, au moins la première semaine, le temps qu'il fasse beaucoup d'entrées pour dire qu'il y a du succès, tu vois. Et donc, en fait, c'est un coup marketing aussi, oui, tout bien ça. sûr. Mais en tout cas, il y a de la place et il y a beaucoup de séances pour aller voir le deuxième volet de Dune, film de Denis Villeneuve qui dure 2h46. Voilà. C'est les vacances, profitez-en. Voilà, et puis il fait beau. Un temps magnifique. Voilà. Donc Dune 2, voilà, bonne première semaine, on va dire. Toujours sur le podium. Oui. Le dernier Jaguar. D'accord, le film pour les enfants. Pour les enfants, à partir de 8 ans. Voilà, à partir de 8 ans jusqu'à la préadolescence,
qui devrait s'appeler d'ailleurs La Dernière Jaguar. Oui. On en parle à chaque fois, parce que c'est l'histoire d'une jaguar femelle recueillie par une petite gamine qui, au bout d'un certain nombre d'années, est obligée d'aller aux États-Unis suivre ses parents. Et en fait, elle reçoit un coup de téléphone ou un message. Elle lit des lettres. Voilà. C'est à l'ancienne. Un message de sa protégée, la jaguar, qui l'appelle à l'aide. Voilà. Donc, elle retourne en Amazonie pour... En substance. Voilà. Un autre film... Sur le podium. Sur le podium, Une vie. Ah, d'accord. Justement... De James O. Voilà. On parlait d'une zone sans intérêt tout à l'heure qui passe au cinéma Saint-Joseph. Donc là, c'est le même sujet, c'est la Shoah. Et pour aller très très vite, ceux qui connaissent la liste de Schindler, qui se passe en Hongrie, et comment un industriel hongrois sauve des Juifs de la déportation et des camps de la mort. Là, c'est la même chose, sauf que c'est un Anglais. Voilà, et ça se passe un tout petit peu avant le début de la guerre. Et c'est d'après une histoire vraie. Et c'est aussi d'après une histoire vraie. Donc voilà pour le podium. Alors, qu'est-ce qu'on peut voir au Ciné Étoile de Ré cette semaine? On va revoir à peu près tout le monde. Hein. Donc on va revoir Dune, on va revoir... Une vie. Une vie, La Maison de retraite, Cocorico. Certainement aussi Bob Marley. Voilà. On se dépêche ce soir. Et oui. À 18h30, à la fin de cette chronique, on mange vite fait. On va à 20h45 au cinéma et il y a le film surprise avec la tarification spéciale. 6,70. Donc on rappelle le concept, Lily? Eh bien, c'est un film surprise. Tout est dit dans le titre. On ne sait pas. C'est en avant-première. Voilà. Donc c'est un film qui n'est pas diffusé pour l'instant au Ciné Étoile de Ré. Et puis, ça permet d'élargir ses horizons cinématographiques. On ne connaît le titre du film et le sujet des films qu'aux premières images. Et sa langue. Mais de toute façon, c'est forcément sous-titré si c'est en langue étrangère. Tout à fait. Ce soir, il y a aussi Une vie à 20h30 et Dune, la deuxième partie, à 20h, en VO sous-titré français. Voilà. Alors, dans les films nouveaux, on a en sortie nationale, là aussi, comme c'est les vacances, on en profite, hein. Donc, on va avoir plusieurs films un peu originaux. On a le Boléro. Un film sur Ravel. Voilà, sur l'histoire du Boléro de Ravel, justement. Hein. Décidément. Oui, on va en reparler. On a le Molière, avec Laurent Lafitte et Olivier Py, qui est quand même un homme de théâtre, hein, puisqu'il était directeur du Festival d'Avignon, si je ne m'abuse. Il est sorti à Paris il y a déjà au moins un mois et demi. Bon, mes espionnes préférées, Catherine et Daniel, l'ont vu. Elles ne sont pas ressorties extrêmement convaincues. Voilà. Pourquoi? Alors, ce qui est intéressant, c'est que ça s'attache... C'est pas un biopic qui reprend l'ensemble de la vie de Molière. Ça s'attache au dernier moment de la vie de Molière, au moment où il joue le malade imaginaire, puisqu'on sait qu'en fait... Bon, à la fin, il meurt. Hein. Et donc, en fait, ça s'attache au dernier moment de la vie de Molière, ses rapports avec le roi, avec l'Église... notamment parce que comme il sent qu'il va mourir, comme Mozart, comme tous les grands auteurs, les grands artistes, ils sont interdits d'église et ils sont enterrés dans des fosses communes pour la plupart. Hein. Donc en fait, il y a une partie de ses comédiens, de ses amis, qui essayent de lui soutirer une lettre comme quoi il regrette d'avoir écrit l'Avare, Don Juan, Tartuffe, voilà. Hein. Et donc, voilà, ça raconte un peu tout ça. Ça raconte ses rapports avec le roi, comment le roi a créé la Comédie Française pour sauver l'œuvre de Molière et puis pour que ça continue. Hein. Par contre, ça n'a pas mouru, comme on dit. La Comédie Française existe toujours. C'est certain. Hein, puisque même Laurent Lafitte joue le rôle de Molière. Alors, bon, c'est
tourné donc de manière extrêmement sombre, éclairé à la bougie, enfin, Comme le soi-disant, théâtre d'époque. comme le théâtre d'époque, comme la vie à l'époque, il n'y avait pas d'électricité, et tout le monde Tout à avait fait. des bougies, des candélabres et tout. Et c'est dans des couleurs extrêmement saturées. Mhm. Et bon, malgré tout, on a l'impression que Molière est devenu gay. Alors, bon, quand même, ça, je sais bien qu'il faut un peu... Est-ce que c'est extrapolé ou est-ce qu'on a retrouvé des archives? j'en sais rien. On ne sait pas. Et puis, il faut être un peu à la mode. Bon, toi, bon, là, ils ont pas osé de le mettre trans ou queer. Mais bon, alors, Molière gay, quand on sait le nombre d'aventures qu'il y a eu avec les femmes, bon, c'est quand même un peu spécial. Mais enfin, bon, bref, voilà. La vie de Molière, c'est à conseiller à tous les étudiants et tous les lycéens qui ont un travail à faire sur Molière, parce qu'on en apprend pas mal. Hein. Voilà. Moi, j'avais préféré le Ariane Mouchkine, hein, quand même. Hein. Ça, c'était d'une autre classe. Il faut voir les deux. Voilà. Il y a Green Border. Alors, un film aussi intéressant. En noir et blanc. En noir et blanc, voilà. C'est un film qui se passe à la frontière entre la Biélorussie et la Pologne. Ça parle de l'immigration clandestine, puisque en fait, on suit la vie d'une famille qui arrive de Syrie, qui est mélangée avec des Irakiens, des Afghans. La réalisatrice qui a tourné ça sur place a eu pas mal de problèmes. Elle a été menacée par les deux gouvernements, la Biélorussie et la Pologne, parce que elle décrit la réalité de ce qui se passe vraiment sur les lignes, un peu comme ça, les frontières avec l'Europe, la vie des immigrés, comment ils sont exploités par les uns et par les autres, de manière différente et pour des motifs différents. En fait, ce sont des pions dont le gouvernement biélorusse, ukrainien, enfin biélorusse surtout, et le gouvernement polonais, qui était à l'époque un gouvernement de droite, voire d'extrême droite, utilisent un petit peu ces immigrés pour en faire des joutes politiques internes. On voit plusieurs points de vue. On voit aussi les forces de l'ordre. On voit aussi des Tout à fait. associations qui essayent d'aider, des psychologues, etc. Donc, c'est un film intéressant. On a aussi deux petits nouveaux films pour les les enfants. jeunes. Voilà. Un qui s'appelle Odyssée de Tchoum. Donc, j'ai rien dessus, je peux pas vous dire. Vous ne l'avez pas vu, quoi? Non, mais j'ai pas mes petits-enfants en ce moment. Ça se comprend. Et j'ai aussi, évidemment, Un hérisson dans la neige. Qui est, Évidemment. voilà, mais qui n'est pas un premier film sur le hérisson. Voilà. Et puis, alors, comme on approche du 8 mars, on a aussi, effectivement, plusieurs films qui vont parler du 8 mars. Juste un tout petit peu avant, on va passer Le Sommet des Dieux. Avec à 18h. À 18h, avec une tarification spéciale. Et avec une intervention de la médiathèque. Tout à fait, parce que Le Sommet des Dieux, qui est un film de Patrick Imbert, vient d'un manga, il me semble. Oui, et donc, la médiathèque présentera cette BD avant la présentation. Ce sont les spécialistes de la BD qui vont venir pour présenter le film. Sûrement Guillaume, que l'on reçoit régulièrement pour ses chroniques. Par exemple. Alors, bon, comme on approche du 8 mars, que j'avais pas trop d'idées pour causer des films, donc je me suis dit qu'on allait faire quelque chose dessus, et ça tombe bien, parce que le cinéma aussi. Alors, le 8 mars à 20h30, il y a une avant-première, un film qui s'appelle « Il reste encore demain », un film de Paola Cortellesi, donc une Italienne. C'est un film assez qui va peut-être surprendre, puisque c'est un film en noir et blanc. Oui, tout à fait. En fait, c'est un film dont l'action se passe à quelques semaines, quelques mois après la libération de Rome, donc en 1944, dans une ville un peu touchée par la guerre quand même, qui vient d'être libérée du régime fasciste, libérée par les Américains, et donc qui est tourné à la façon des films de la grande période néo-réaliste du cinéma italien, qui pourrait rappeler La Strada, Rome ville ouverte, enfin bon, bref. Et donc, en fait, c'est tourné avec la même idée,
avec les mêmes, évidemment dans les mêmes décors, ça se passe à Rome, mais donc c'est un film en costume et qui raconte la vie des femmes à cette époque-là, donc entre la libération, éventuellement l'idée de reconstruire quelque chose de nouveau, puisque la libération, c'était aussi se libérer du fascisme et donc l'espérance de construire un monde nouveau. Et puis, la dureté de la vie quotidienne. Toutes les questions sur le mariage, sur le travail pour les femmes, la violence. Vie des femmes en 1944, voilà, avec les enfants et tout. Enfin bon, nourrir, manger, l'histoire effectivement de rapport entre les hommes et les femmes. Bref, voilà. Donc c'est un film quand même assez, enfin qui me paraît intéressant. Je l'ai pas vu, puisque c'était une avant-première, j'ai rien vu. Donc le vendredi 8 mars à 20h30. À 20h30. Tarification spéciale, 6,70 €. Tout à fait. Et alors, c'est pas cette semaine, mais c'est la semaine d'après, le 16 mars. On a un documentaire plutôt qui s'appelle Riposte féministe. Alors là, on voit bien où on en est. Avec deux pardons, donc il ne s'agit pas de Raymond, mais je suppose que c'est son fils. Voilà. Et Marie Perennes. Je pense que c'est une consonance hispanique. Et la voix de Marina Foïs. Voilà. Ça sera précédé de 12h à 14h d'un café féministe. D'accord. Dans l'enceinte du cinéma, avec l'association Femmes Toutes Debout. Très bien. Voilà. Donc, on va dire qu'une quinzaine de jours plutôt féministes. C'est un reportage donc sur les femmes qui collent ces affiches que vous avez tous vues dans les villes. Et elles suivent des 10 groupes, il me semble, à Lyon en tout cas. La bande-annonce se passe à Lyon. Oui, tout à fait. Et ça a commencé à Paris. Tout à fait. En fait, c'était des organisations féministes de quartier qui disaient à tel endroit... j'allais dire, Alexandra a été tuée par son mari à coups de poing. Pour dénoncer les féminicides et les violences sexistes, exactement. Voilà, tout à fait. Donc, c'est extrêmement intéressant. Alors, on va revenir un peu sur le 8 mars. C'est parti. Donc, le 8 mars, c'est pas la journée internationale de la femme. Qu'est-ce donc alors? C'est la journée internationale de la lutte des femmes. Ce qui n'est pas pareil. C'est une journée internationale qui est née au début du XXe siècle. On pourrait dire qu'il y a deux dates de naissance parallèles, différentes, mais avec la même idée. La première, c'est aux États-Unis en 1909, le Parti socialiste d'Amérique du Nord qui organise une journée de lutte en faveur des femmes le 8 mars, pour réclamer alors le droit de vote, puisque c'était aussi l'époque des suffragettes, mais aussi des droits plus sociaux, et qui voulait justement se démarquer des organisations purement suffragettes et purement féministes, puisque le Parti socialiste américain était à l'époque un vrai parti socialiste, c'est-à-dire qu'il voulait la transformation de la société sur des bases socialistes et instaurer une économie socialiste. Et pour instaurer une économie socialiste, ça passait par l'égalité, non pas des droits, mais l'égalité sociale entre les hommes et les femmes. Donc, première année en 1909 aux États-Unis, et la même chose en Europe, voilà, à l'initiative de, on va dire, 3 femmes, mais surtout une femme allemande, une ukrainienne qui a été chassée par le tsar et qui a été pris refuge en Allemagne, qui s'appelle Clara Zetkin, qui est assez connue, qui était présidente de l'Internationale des femmes socialistes, donc l'équivalent de l'Internationale ouvrière socialiste, et qui, au congrès de 1910, a demandé à toutes les sections présentes, il y avait une vingtaine de pays présents, et une centaine de femmes de délégués qui étaient présentes, et donc qui a dit, à partir de l'année prochaine, tous les 8 mars, on lancera une journée internationale de lutte pour les femmes, pour les droits sociaux. Là aussi, il s'agissait pas de contrer, mais
d'accentuer sur le côté social d'un mouvement qui prenait largement de l'ampleur, qui était le mouvement ce qu'on a appelé les suffragettes. Voilà. Et donc, en fait, les internationales socialistes ou syndicales voulaient rajouter le mouvement social et le remettre au cœur de la lutte féministe. En arguant que les suffragettes étaient très souvent des bourgeoises ou des mouvements issus de la grande bourgeoisie éclairée, on va dire, européenne. Ce qui n'était pas tout à fait vrai, mais ce qui n'était pas tout à fait faux non plus. Voilà. Et donc, en fait, il y aura donc Clara Zetkin, il y a Alexandra Kollontai, qui est une révolutionnaire russe qui a été aussi pourchassée par le tsar et qui, après, en 1917, le 8 mars 1917, fait descendre toutes les femmes de Petrograd, Saint-Pétersbourg, dans la rue pour manifester. Là aussi, notamment beaucoup d'ouvriers et d'ouvrières pour réclamer les droits sociaux. Et en fait, c'est considéré comme, par certains comme le vrai début, donc 1918, 8 mars 1918, comme le vrai début de la révolution russe. D'accord. Et non pas octobre, qui est en fait le coup d'État des bolcheviks. Oui. Et d'ailleurs, à l'époque, pour le 8 mars 1918, le parti bolchevique était défavorable à cette journée. Donc Alexandra Kollontai participera à la naissance de la révolution bolchevique. Rapidement, il faut dire qu'elle sera en désaccord avec la tournure que prend le parti bolchevique, y compris quand Lénine était encore présent. Donc elle se débrouillera pour être nommée ambassadrice en Suède. Et depuis la Suède, elle partira en Europe, en exil, pourchassée en partie par l'équivalent par le NKVD, c'est-à-dire les services secrets russes staliniens. D'ailleurs, elle a écrit des mémoires qui sont extrêmement intéressantes. Et puis, il y en a une autre aussi qui était partie prenante en 1910 en Allemagne, à Copenhague, pardon. C'est Rosa Luxembourg, aussi une femme révolutionnaire connue, qui, elle, sera fusillée par les socialistes allemands en 1920 ou 21, à la fin de la guerre, perdue par l'empereur allemand. Donc, en Allemagne, il y a tout un tas de mouvements révolutionnaires parce que les gens meurent de faim, ils ont perdu la guerre, ils meurent de faim, les soldats sont mécontents parce que ils ont échappé de peu à une grosse boucherie. Et donc, il y a tout un mouvement contre l'empereur et des mouvements révolutionnaires importants. À Berlin, avec Rosa Luxembourg, c'est ce qu'on appelle le spartakisme, voilà. Mais aussi à Munich, à Hanovre, avec des mouvements révolutionnaires qui vont durer jusqu'en 1922. Voilà. Donc, 3 femmes à retenir, Alexandra Kollontai, Clara Zetkin et Rosa Luxembourg. Voilà. Après, on va dire que ça va, tout le mouvement, ce côté un peu révolutionnaire et social va durer à peu près jusqu'au milieu de l'entre-deux-guerres. Après, ça va être un peu institutionnalisé. Il faudra attendre la renaissance des mouvements féministes, on va dire 68 tard, que ce soit aux États-Unis, au Canada ou en Europe, où là, avec la naissance du MLF, je sais je crois qu'une des premières manifestations un peu interdites avait été convoquée par Simone de Beauvoir et le MLF. Voilà. Et donc, ça se passe dans les années 70. Et là, le 8 mars, reprendre de la couleur, on va dire, revendicative, et pas simplement une journée de commémoration. Oui. Et ça devient une journée, on va dire, institutionnalisée à partir du moment où l'ONU va reconnaître le 8 mars comme journée internationale du droit des femmes. Du droit des femmes, ce qui est un peu différent. Voilà. Donc voilà, c'est autour ce du petit 8 mars. pas de côté sur le 8 mars. Voilà. Merci beaucoup, Ali.
À bientôt. À bientôt, à la semaine prochaine. On va dire ça même. La chronique du Ciné Étoile de Ré, c'est tous les mardis. Allez au cinéma. Au revoir.